Meus caros, dando prosseguimento, passamos agora, então, à nossa terceira mesa, em que estarão intervindo o professor Julien Terron, que é professor titular de Direito Privado da Universidade de Toulouse 1, Capitole, civilista de formação, especialista no contencioso falimentar e de recuperação de empresas e na ética dos negócios empresariais. Leciona Direito Civil dos Contratos, Direito das Sociedades e Contencioso Familiar. E cismei com familiar, peço desculpas, falimentar. E é diretor do mestrado 2 e co-diretor do mestrado em Reestruturação e Insolvência Empresarial, finalmente coordenador de pesquisa jurídica da Escola Europeia de Direito, European School of Law. E de outro, completando o painel, meu estimado colega, doutor Eduardo de Oliveira Gouveia, procurador do município do Rio de Janeiro, com muita honra, para casa, né, e para mim, né, tê-lo como colega, doutor pela Universidade Veiga de Almeida, pós-doutorado em Direito Público pela Universidade Santiago de Compostela e agora coordenador da PADM, como chama? Procurador-chefe da Procuradoria Administrativa, que exerce diretamente, junto aos órgãos da administração, a consultoria, a mais imediata. Portanto, ele está no olho do furacão, né? É aquele a quem se dirigem as primeiras perguntas. Veem os senhores, portanto, que teremos um painel muitíssimo rico. E, para não roubar mais tempo do que interessa, que são os painelistas, eu passo a palavra, então, ao professor Julien Terron. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, à titre individuel, je vais remercier la Procuradoria vraiment de cet honneur d'intervenir ici, Rosangela Gomez et José Gabriel Assis de Almeida pour ce très beau sujet pour lequel je ne cache pas qu'en tant que privatiste, j'ai pu nourrir quelques angoisses. Parce que si en droit public, c'est un lieu commun que de réfléchir à ces éléments, en droit privé, cela est moins le cas. Et c'est un aspect pratique des choses qui m'a permis aujourd'hui de faire le lien entre le droit privé, le juge, le libre arbitre, l'arbitraire et le discrétionnaire. Parce que je crois qu'il n'y a pas un avocat ou un praticien qui n'ait pas eu l'impression, en perdant un procès, qu'il pensait gagner, parce qu'on avait tous les arguments en amont, et en lisant la solution, de se dire que finalement, l'argumentation juridique, le raisonnement téléologique ne servent à rien. Lorsque le juge a une idée en tête, il arrive à l'imposer. Y a-t-il une place pour le libre arbitre du juge ? Je tiendrai comme équivalent libre arbitre et discrétionnaire. Ce seront deux notions équivalentes. Alors avoir le libre arbitre, c'est avoir la liberté de décider ou de ne pas décider, de décider dans un sens lorsqu'on aurait pu décider dans un autre sens, de décider de ne pas décider lorsqu'on aurait pu décider. Je n'évoquerai ici que le libre arbitre du juge dans sa fonction de juger. Je vais donc évacuer ce dont mon grand ami Olivier Staes a parlé, et donc des mesures d'administration judiciaire. Donc la problématique que je souhaite aborder, c'est celle du libre arbitre du juge dans sa fonction judiciaire. Peut-on admettre que le juge est un libre arbitre ? Alors d'emblée, en droit français, la réponse est partiellement négative parce que le juge ne peut pas décider de ne pas juger. Ne pas juger en droit français, c'est être l'objet d'une incrimination pénale de nature correctionnelle qui est le déni de justice, puisque nous avons un article 4 du Code civil qui indique que le juge ne peut pas refuser de juger en s'abritant derrière le caractère obscur de la loi ou l'absence de loi. Donc le juge, en France, est tenu de juger. Donc, d'emblée, il y a une part de libre arbitre qui disparaît. Mais alors peut-il décider dans un sens alors qu'il aurait pu décider dans un autre ? A-t-il le choix, véritablement, de ces décisions ? Alors en droit français, cela paraît peu envisageable parce qu'on est dans une ambiance de légicentrisme tel et de la notion de juge automate
qui a été sans doute trop exporté, puisque tout à l'heure j'ai entendu les propos de Montesquieu en brésilien. Et c'est vrai qu'on vit selon cette idée que le juge n'est que la bouche de la loi, ce sont des êtres inanimés qui ne peuvent modérer ni la force ni la rigueur de la loi. Tout ça part d'un postulat, là encore c'est dogmatique, d'un postulat contractualiste selon lequel le Léviathan, alors qu'on soit hobbésien ou rousseauiste, le Léviathan dit le juste, nécessairement le juste, et toute la justice est dans la loi. À partir du moment où on part de ce postulat, on comprend que le juge ne peut rien décider d'autre que ce qu'il y a dans la loi, puisqu'il doit dire le juste, et que la loi est complète sur ce qui est juste. Il faut donc se méfier de l'équité du juge. Et je vous salue. Ok, bonjour. Bonjour. Il faut donc se méfier de l'équité du juge. Et à l'époque révolutionnaire, libre arbitre ou arbitraire, c'était la même chose, parce que lorsqu'on lit Montesquieu, laisser un libre arbitre au juge, ce n'est pas prendre le risque de l'arbitraire, c'était nécessairement de l'arbitraire. Et pour s'assurer qu'il applique nécessairement la loi, eh bien on lui impose un raisonnement, et ce raisonnement, c'est le syllogisme judiciaire. Alors je ne sais pas comment cela se passe dans les études de droit au Brésil, mais en France, c'est par là qu'on commence ces études, le syllogisme judiciaire. Donc il suffit finalement d'être juriste, c'est extrêmement simple. Donc nous n'avons pas besoin de bons étudiants ou de gens intelligents. Il suffit de regarder les faits, de regarder si ça correspond à la loi et d'appliquer. Bon. Donc on peut tout à fait remplacer notre juge automate par un algorithme. Nous avons même des algorithmes qui sont bien plus développés que le syllogisme judiciaire. Il n'y a donc techniquement aucun obstacle à ce que l'on rentre les faits dans une machine et à ce que cette machine identifie la loi et en tire les conséquences adéquates. Et ce serait quelque chose d'extraordinaire, puisque du coup, il n'y a plus de risque d'arbitraire, puisque c'est la loi qui s'applique directement, plus de crise du personnel et plus de crise financière, plus de problèmes économiques dans l'administration de la justice, ce qui, en France, est une grosse difficulté. Au Brésil aussi. Est-ce que c'est du fantasme ? Bien non, ça n'est pas du fantasme, puisqu'on a des chercheurs de l'University College of London qui ont fait une étude et qui ont rentré 587 cas dans un algorithme, et ce sont des cas qui avaient été soumis en parallèle à la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, dans 79% des hypothèses, dans 4 cas sur 5, l'algorithme donne la même solution que la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez fascinant, c'est même assez inquiétant. Alors il reste cette part, ce 1 cas sur 5, de quoi s'agit-il ? Alors est-ce qu'il s'agit de la part d'erreur humaine, ou est-ce qu'il s'agit de ces hypothèses, mais vous avez écouté tout à l'heure, vous êtes très optimiste, de ces hypothèses dans lesquelles la machine n'arrive pas à appliquer la solution au litige ? Je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose de faussé là-dedans, c'est que la base est quand même humaine, parce que pour construire cet algorithme, la machine est allée se nourrir des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, et ces décisions, elles, sont humaines. Donc que l'on arrive à reproduire des schémas, ça n'est pas si étonnant que ça. Le verdict par intelligence artificielle, en France, on ne l'a pas encore, mais on n'en est pas très loin, puisqu'une loi très importante, récente, la loi de programmation de la justice, a autorisé ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire qu'en France, toutes nos décisions judiciaires, absolument toutes, sont accessibles à tous. Et à partir de là, se sont développées, et c'est la loi de programmation de la justice qui l'autorise, autorise des sociétés à utiliser cette open data pour savoir, dans cette hypothèse, quelle serait la solution donnée par ce juge. Vous êtes, par exemple, on va prendre Toulouse, qui est le centre de la France, parce que Paris n'est rien à côté. Prenons, par exemple, un litige en matière commerciale. On rentre les données devant le tribunal de commerce de Toulouse, voire devant la cour d'appel de Toulouse. Voilà, quelles seront, statistiquement, à 80% ou 95% des cas, l'issue. Et du coup, alors aujourd'hui, on n'a pas ce verdict-là, mais c'est un instrument de négociation extraordinaire en matière de médiation. Mais remplacer des juges par des machines, finalement, Montesquieu aurait adoré cela. Puisqu'on passe de la loi à l'application. Plus de juges, plus de perturbateurs dans ce mécanisme.
Remplacer des juges par des machines ne semble pas souhaitable pour plusieurs catégories de raisons. D'abord parce que je pense, alors on peut techniquement, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle, mais que la justice doit être avant tout humaine. Alors sans me référer à une analyse psychanalytique de la situation, lorsqu'on a besoin du juge, c'est que l'on est dans une situation de faiblesse, dans une situation dans laquelle on ne maîtrise plus ses sentiments, et on a besoin de se placer sous l'égide d'une personne physique qui va représenter l'autorité comme le représentaient les parents lors de l'enfance. Donc il y a une substitution des parents par le juge qui va régir en fait cette relation entre les parties. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'une machine ne parviendra pas à la même fin de paix sociale qu'un juge. Même si le juge a, lui, par derrière, recours à une machine. Mais la présence physique est utile. Et l'autre raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas, que l'algorithme ne remplacera pas de manière efficace le juge, c'est parce que le syllogisme est un leurre. C'est une vision tronquée, volontairement, une fiction fallacieuse qui a pour vocation de satisfaire le justiciable dans son besoin de sécurité juridique. C'est lui dire la chose suivante: ne soyez pas inquiets si jamais vous avez une difficulté, le droit est là, la justice est dans la loi, et le juge n'aura pas d'autre choix que de vous donner raison. Mais cela est faux parce que, aussi bien que puisse être faite la loi, elle ne peut pas être appliquée sans laisser une part de libre arbitre au juge. En somme, je tiendrai mon propos comme l'intitulé l'indique, en deux temps. D'abord en démontrant que le libre arbitre est inévitable, et ensuite en plaidant pour le libre arbitre, en disant que le libre arbitre du juge est indispensable. Alors inévitable, affirmer que le libre arbitre du juge est inévitable aurait pu paraître il y a quelques années comme étant un gros mot, tant on a voulu et on veut encore imposer le syllogisme comme le seul raisonnement possible. Pourtant, il est impossible. Le syllogisme évolue. Alors la doctrine publiciste, qui la première s'est intéressée à déterminer ce qu'est un juge par rapport à un administrateur, parce que vous en aviez besoin, pauvre publiciste. Donc Duguy et Gèze considéraient que le raisonnement syllogistique était tellement important qu'il était le critère de l'acte juridictionnel. L'acte juridictionnel se caractérisait par cette constatation du fait qui précède l'application du droit. Et vous nous avez fortement impressionnés, puisque la doctrine privatiste n'a fait que reprendre cette idée avec les plus grands penseurs de la procédure civile des 50 dernières années, Motulski, Capitan, Cornu et Foyer, qui écrivent « Le juge a une compétence liée et non discrétionnaire, il ne peut que constater le fait et en tirer une conséquence dans l'application de la loi ». Alors toute cette ferveur, évidemment, a pour soubassement le légicentrisme dont il a été question déjà à plusieurs reprises. L'idée est que le juge ne peut déduire que ce qui est juste, et ce qui est juste, c'est dans la loi. À partir de là, de manière fallacieuse, on éradique le raisonnement dialectique et le raisonnement par rhétorique. La dialectique reviendrait à considérer que le juge peut lui-même chercher le juste. Mais ça n'est pas possible puisque la loi a déjà déterminé ce qui était juste. La rhétorique impliquerait que le juge peut imposer sa solution par son argumentation. Mais là encore, cela véhiculerait un grand danger qu'il faut éviter. Donc finalement, le seul raisonnement acceptable du juge, c'est un raisonnement analytique, déductif. Il constate que des faits correspondent à la loi et il en déduit l'application de la loi. Et Perelman affirmait ainsi qu'avec cette logique, il est impossible que la conclusion ne soit pas vraie. Les prémices sont vraies, justes, la conclusion est juste. Pourtant, ce syllogisme est absolument impossible. Impossible parce que pour que le syllogisme parfait existe, il faudrait d'abord que la règle comporte trois éléments. Alors traditionnellement, on dit qu'une règle comporte une hypothèse et une conséquence. Il faut rajouter un troisième élément. Cet élément, on l'appelle le foncteur, c'est-à-dire un lien entre l'hypothèse et la conséquence. C'est le lien en fait de causalité. On ne peut, face à cette hypothèse, qu'en déduire cette conséquence. Donc il faut trois éléments. Prenons un exemple
presque universelle, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige à réparation. Là, on a ces trois éléments, l'hypothèse, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, la conséquence, la réparation, et le foncteur oblige. Et donc, effectivement, le juge, là, serait tenu de cela. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut ensuite une structure particulière à la fois de l'hypothèse et de la conséquence. Il faut que les deux soient suffisamment bien rédigés pour que les concepts juridiques utilisés dans l'hypothèse comme dans les conséquences renvoient immédiatement à une réalité. Ce qui est une chose, on va le voir, qui va être extrêmement difficile. Il faut que le concept juridique soit tellement précis qu'il ne laisse place ni à l'interprétation et encore moins à une libre appréciation de savoir si on est ou pas dans cette hypothèse ou cette conséquence. Si l'hypothèse est trop vague, c'est une source d'inégalité, nécessairement. Parce que le juge, dans certaines situations, va considérer qu'on est face à cette hypothèse et dans d'autres, on ne l'est pas. Et c'est là qu'apparaît ce que déteste la pratique, l'aléa judiciaire. Le fameux aléa judiciaire prend en partie source dans cette indétermination dont Mathieu Carpentier a parlé tout à l'heure en termes de langage, en fait. Et c'est cette notion de vague, d'absence de précision. La conséquence, c'est la même chose. Elle doit être extrêmement précise, parce que si la conséquence n'est pas suffisamment précise, ça veut dire que le juge a une libre appréciation de la manière dont il décide de tirer les conséquences de l'hypothèse. Deuxième cause d'aléa judiciaire. Et ici, c'est encore plus grave, parce que non seulement ces facteurs d'inégalité entre les citoyens, entre les justiciables, mais en plus, on peut se demander, et c'est le sentiment du praticien qui reçoit une décision qui ne le convient pas, on peut considérer que la décision n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que si le juge décide en partie des conséquences, ça veut dire que c'est sa notion d'équité, c'est sa notion de justice qui est dans la décision, et non pas celle qui était dans la loi. Ce type de règle, vous l'aurez compris, avec une hypothèse extrêmement précise, un foncteur et une conséquence extrêmement précise, ça n'existe pas. Tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à réparation, ça n'est absolument pas précis. Tout fait de l'homme, la faute, il n'y a rien de plus subjectif que la faute, en fait. C'est aller là où on ne doit pas aller. Donc tout dépend de celui qui l'apprécie, de sa morale, de son rapport à l'autorité, de son rapport à l'évolution des mœurs. Bref, tout ça est extrêmement imprécis. Quant à oblige à réparation, la réparation, là aussi, on sait qu'il y a un énorme aléa, puisque les préjudices sont évalués de manière très subjective par les juges, même si on essaye de pallier à cela par des nomenclatures ou par le recours à ce qui est donné en moyenne, effectivement. Donc cela n'existe pas. Et puis si on regarde, même dans les hypothèses les plus précises, on nous a parlé de contrat tout à l'heure. Donc imaginons une hypothèse vécue, en fait, dans laquelle il y en a un qui demande l'application d'un contrat et l'autre qui affirme que le contrat n'est pas formé. Normalement, le juge doit regarder s'il y a eu rencontre des consentements et en déduire, en conséquence de cause, la sanction à voir, est-ce qu'on doit forcer ou pas à exécuter. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y en a un qui va dire que le contrat est formé en apportant une preuve, et l'autre va lui dire « mais non, moi je n'avais pas cette intention-là à ce moment-là ». Et on se retrouve en présence de quoi ? Eh bien de cette question qui anime aussi les pénalistes, qui est celle de l'intime conviction du juge. Est-ce que le juge va être convaincu que le consentement a été donné ou pas ? Ça relève du libre arbitre, de son fort intérieur. Il n'y a rien qui l'oblige à statuer dans un sens ou dans un autre. Cette liberté sera encore évidemment plus grande, mais je vais abréger en matière de normes à contenu variable. Ces normes dans lesquelles on demande au juge de statuer dans tel intérêt ou dans tel intérêt. Doit-on céder l'entreprise ou doit-on la liquider ? Il décide en fonction de son intérêt, mais le juge ne lui donne pas, en fait, les prémices, ne lui donne pas d'hypothèse. Et en plus, aujourd'hui, en France, on est face à une autre source de libre arbitre, qui est le contrôle de proportionnalité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand bien même on a une règle très précise qui va s'appliquer, on est face à l'application de cette règle. Si elle se heurte à un droit fondamental, eh bien le juge a le pouvoir de l'écarter. Prenons ce qui est le plus protégé en France, par exemple, la propriété. Imaginons une construction sur un terrain d'autrui. Eh bien, dans ce cas-là, le droit français est clair, il faut le détruire.
C'est une immixtion insupportable dans la propriété. Mais attention, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit de l'intimité au domicile. Donc le juge va devoir apprécier s'il ordonne la destruction ou pas. Libre arbitre du juge. Donc on le voit, il est inévitable. Mais ça n'est pas grave parce qu'en fait, il est indispensable. Il est indispensable et pour défendre ce libre arbitre, en fait, il faut rappeler ce qu'est le juge et sans doute ce que les chantres du légicentrisme ont oublié. Juger, ça n'est pas que appliquer la loi. Alors je vais tenir des propos qui ne sont pas normativistes. Ça n'est pas que appliquer la loi. Juger, c'est extrêmement concret. Juger, c'est trancher une difficulté, une contestation qui s'ancre dans une réalité. Pour cela, peut-être qu'on peut avoir recours au droit, mais la finalité première du juge, c'est d'assurer la paix sociale. Et à ce titre-là, le libre arbitre est consubstantiel, indispensable à la fonction de juger. Et pour s'en convaincre, prenons le cheminement du juge lorsqu'il va prendre une décision. Première étape, il va apprécier, appréhender, déterminer les faits qu'il considère comme pertinents ou non pertinents à ses décisions. Or ici, évidemment, ça relève de sa conviction. Prenons un exemple. L'hépatite B est suspectée entraîner la sclérose en plaques. Donc nous avons un certain nombre de personnes qui ont été vaccinées contre l'hépatite B et qui se plaignent par la suite d'être victimes de sclérose en plaques due à cette vaccination. Il n'existe dans ce domaine aucun consensus scientifique, il n'y a pas d'études concordantes, indépendantes, qui disent que oui ou non, le vaccin contre l'hépatite B est susceptible d'entraîner, d'être facteur de déclenchement de la sclérose en plaques. À partir de là, que peut faire le juge ? Soit, faute de causalité scientifique, qui serait la vraie, en fait, causalité, il écarte systématiquement l'indemnisation, mais il prend un risque. Comme on ne sait pas véritablement si oui ou non il y a un lien de causalité, cette décision pourrait être source d'injustice. Soit au contraire, systématiquement, il reconnaît cette responsabilité, ce lien de causalité, mais là encore, il y a aussi un risque d'injustice, parce que peut-être que dans 5 ans, on nous dira qu'il n'y a aucun lien de causalité. Eh bien, le juge a fait sa propre doctrine et va se fier à certains indices. L'absence d'antécédents familiaux, l'absence de prédisposition, le temps plus ou moins long qui s'est écoulé entre l'injection et l'apparition de la maladie. Ici, il est évidemment extrêmement opportun de se fier à son libre arbitre. Donc, première étape est emplie de libre arbitre. La deuxième étape, c'est la qualification juridique des faits. Alors souvent, lorsqu'on est enseignant, on passe rapidement sur cette qualification juridique des faits. On indique aux étudiants qu'il faut qu'ils regardent si ça correspond ou pas au concept développé par la loi. Or, qualifier les faits, et c'est là où les étudiants ont raison dans leurs erreurs et où nous les corrigeons à tort, qualifier les faits, ça n'est pas du droit. C'est partir du fait, c'est s'imprégner des faits pour avoir une sensation de ce qui est juste, et de manière non pas déductive, mais en fait qui est une véritable dialectique, on a une idée de ce qui est le juge, de ce qui est juste, et on va chercher la règle dont l'application permettra d'avoir une solution juste. Donc en fait, par la qualification des faits, on ne fait pas du tout un syllogisme, c'est l'inverse. De manière dialectique, on identifie le juste, et on va, par rhétorique, chercher la loi pour expliquer aux justiciables pourquoi cette solution est bonne. Et là, encore une fois, mettons-nous à la place du praticien qui a perdu, qui lit la motivation et qui se rend compte qu'en fait, ça n'est qu'un habillage. Et très vite, et c'est vrai, on sent que le juge avait le sentiment du juste et est allé chercher la loi pour justifier, pour motiver sa solution. Donc on voit qu'on s'éloigne et que le libre arbitre est indispensable, en fait. En outre, quand bien même on identifie la règle, ici encore, on peut se heurter à plusieurs catégories de difficultés. D'abord, l'application à la loi peut être totalement inique, inéquitable, injustifiable. Et là, Aristote nous donnait une solution. Si la loi pose une règle universelle et que survient un cas particulier qui échappe à cette règle universelle, il est alors légitime de se placer
comme législateur et de se demander ce que le législateur aurait décidé dans cette situation. En clair, suis-je dans une de ces hypothèses qui doit faire exception à la règle, parce que si le législateur avait eu conscience de cette exception, il l'aurait posée à la règle. Et il faut se féliciter que les juges agissent ainsi, en fait, parce qu'il est évident que le législateur ne peut englober toutes les hypothèses particulières et qu'il aurait certainement légiféré de manière particulière face à certaines situations dans lesquelles la règle générale est trop difficile. Cela justifie le contrôle de proportionnalité dont je parlais tout à l'heure. Bien entendu, on doit protéger le propriétaire et lui rendre la plénitude de son exclusivité sur le bien. Néanmoins, s'il y a une atteinte trop grande à la dignité d'un tiers, eh bien, il faut trouver un juste milieu, en fait. On peut prendre des éléments beaucoup plus techniques. En France, le prêt est un contrat réel, par exemple, ce qui signifie qu'il n'est formé qu'à partir du moment où on remet la chose à l'emprunteur. Concrètement, ça signifie que le prêteur n'a aucune obligation. Je vous promets de vous prêter 10 millions d'euros, vous en avez besoin, mais tant que je ne vous les ai pas remis, je ne suis tenu à rien puisque le contrat n'est pas né. Eh bien, la Cour de cassation a considéré que lorsque le prêt, et c'est une dérogation à la loi, est fait par un professionnel du crédit, le prêt est formé dès sa promesse. Là encore, le juge s'est placé en lieu et place du législateur et a fait ce qu'aurait dû faire le législateur dans cette situation. Il se peut également que deux règles soient incompatibles, et ici encore, c'est le libre arbitre du juge qui va décider de la règle à appliquer. Bref, il y a une multitude d'hypothèses dans lesquelles je pourrais vous démontrer, mais je vois que le temps court, que ce libre arbitre est indispensable. Notre crainte, évidemment, une fois que l'on a dit que tout cela était beau, c'est que l'on sombre dans l'arbitraire. L'arbitraire a été défini par Mathieu tout à l'heure de manière fort pertinente. L'arbitraire, c'est le caprice. L'arbitraire, c'est le hasard, c'est le parti pris, c'est décider sans raisonner. C'est décider que l'on va placer le pain de sucre au milieu de la place du Capitole. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. C'est ce sentiment de liberté absolue, ce sentiment d'irresponsabilité, je reviendrai dessus, qui fait que l'on peut décider de n'importe quoi et l'imposer à n'importe qui. La littérature française est passionnante à ce titre-là. Rabelais, dans le livre tiers, raconte l'histoire d'un vieux juge, le juge Bridois, qui juge au dé. Mais en fait, à l'époque, ça n'était absolument pas contestable. Il y avait même un décret, le décret de Gratien, qui prévoyait que les juges pouvaient juger au dé. Plutôt que de ne pas juger, autant faire jouer le hasard. Ou encore, cette œuvre de Racine, Les Plaideurs, dans lequel on décrit le vieux juge, le juge Perrin-Dandin, qui a une obsession, c'est de juger. Il juge à la maison, le nuit, le jour. Bon, et un jour, il s'endort alors qu'il est en train d'écouter les plaidoiries de son fils, qui défend le chien, Citron, qui aurait mangé un chapon. Le fils le réveille, dit « Juge, réveillez-vous, que se passe-t-il ? Il faut juger. » Il n'a pas écouté un traître mot de l'histoire, et d'emblée, il condamne le chien, le pauvre Citron, aux galères. Alors aujourd'hui encore, qui n'a pas entendu un avocat se plaindre de ce que la juge était féministe, réactionnaire, fasciste ou franc-maçonne, ou franc-maçon. Donc cette crainte de la partialité, elle innerve la réalité, en fait. L'arbitraire, il va découler de ce que le juge est partial, consciemment ou inconsciemment. Et à ce titre-là, il y a évidemment une part de déterminisme qui a été évoquée ce matin, mais il y a des éléments qui sont très quotidiens. Il y a, je me dépêche, il y a une expression américaine qui est issue d'un courant qu'on appelle le legal realism, qui dit « Justice is what judges ate at breakfast ». Le juge et la justice est ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Certains ont pris la chose au pied de la lettre et ont étudié les décisions de remise en liberté en fonction de l'heure à laquelle elles sont prises. Début de journée, après la pause, avant la pause et après la pause midi. Et c'est édifiant. Il y a 5 fois plus de remises en liberté en début de journée et après la pause que pour ceux qui interviennent en fin. Certains sont enseignants et savent qu'à l'oral, on n'a pas le même positionnement vis-à-vis des étudiants selon l'heure. Donc évidemment qu'il faut lutter de cela. La procédure sert à cela. La récusation, les voies de recours, la motivation et surtout, mais elle coûte très cher, le meilleur rempart contre cela, c'est évidemment la collégialité. L'arbitraire a bien d'autres sources, mais on développera peut-être les choses plus tard. Ça peut être l'ignorance des faits.
Et il y a des hypothèses en droit français où le juge juge sans pouvoir connaître les faits. Lorsqu'il condamne une partie à payer les frais d'honoraires de l'autre partie, il n'a aucune idée de ce que sont le montant des honoraires de l'autre partie. Ça peut être une ignorance du droit, parce qu'on demande trop au juge. Un seul juge en France peut être juge des tutelles, juge de la consommation, juge aux baux ruraux et juge au pénal. On ne peut pas avoir une omniscience de la technique juridique. En France, les tribunaux de commerce sont consulaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des juges professionnels, ils ne sont pas juristes. Ils ont 10 jours de formation par an en droit. Là aussi, c'est une source d'ignorance qui peut être source de partialité. Au fond, et pour conclure, l'arbitraire a en fait comme véritable origine la personnalité des juges. Un sentiment d'impunité et un refus de se confronter à la réalité des choses en étant persuadé que ce qu'ils pensent, c'est la vérité. Peut-être que l'on pourrait remettre en cause, en France, la magistrature sur ces 2 plans. D'abord, est-ce que le concours avec des juges à vie est une bonne idée ? Est-ce que ça ne fait pas naître un sentiment d'impunité qui est facteur d'arbitraire ? L'irresponsabilité du juge pose une véritable question. Et ensuite, l'expérience. L'expérience est la seule manière d'être certain que le juge sait se remettre en cause. Et est-ce qu'il est normal en France qu'un très bon étudiant, excellent étudiant, apte au syllogisme, à 23, 24 ans, s'il s'est bien débrouillé, puisse être juge ? Je n'en suis vraiment pas sûr. Et je vous remercie de votre attention. Bom dia, bonjour. É um prazer estar aqui, né, nessa manhã, inclusive unindo a França, né, ao Brasil. Várias coisas que foram ditas, um pouco diferente, né, do Brasil. Não existe o que eu poderia dizer de juiz leigo no Brasil, nem no direito comercial, né? O juiz é aquele que é aprovado, há uma diferença um pouco entre a França e o Brasil, mas acho muito interessante tudo que foi abordado, né, da maneira como foi abordada essa coisa do arbitrário, né? Será que esse poder discricionário que nós juízes temos é arbitrário ou é só discricionário realmente? No final je vais poser une question, se vous permettez, ok? Mais acho importante que tem essa diferença mesmo entre a França e o Brasil, mas, na verdade, os juízes, eu mesmo, quando fui aprovada no concurso, tinha 26 anos. Então, né, ano passado, exatamente. Então, essa questão da experiência, no final, vou indagar do palestrante, mas será que é a experiência mesmo? Será que é a idade? Mas acho muito interessante essas ponderações, mas não vou adiantar o que vou perguntar, porque, se me manifestar a respeito, estarei, de certa forma, adiantando até a minha opinião acerca do tema. Tá? Eu sou juíza da 14ª de Fazenda. No Brasil, nós não temos... nós temos uma especificação, né, do direito público, que a vara de fazenda pública é uma das partes em razão da pessoa e não em razão da matéria, que, na verdade, seria tudo contra o Estado e o município, iriam para essa vara de fazenda pública, que me parece que na França não é assim, mas tem essa diferença, que é exatamente em razão da pessoa que se fixa essa competência. Je suis juge de la 4e chambre civile. D'accord. Okay. Bom, de qualquer forma, vou passar a palavra para o nosso palestrante brasileiro, que eu conheço como procurador do município, excelente trabalho, não só em audiência, como em tudo que apresenta a gente no judiciário, para que a gente analise, estude a inicial, sempre muito bem escritas, e a sua postura mesmo como procurador, não por estar na presença dele, é sempre excelente, muito bem colocada. Vou passar a palavra aí. Bom, quero dizer que eu também estou com fome. Quero partir dessa premissa. Também estou com fome. Aliás, eu lembrava de Carnelucci. Carnelucci dizia que nós devemos ter medo do juiz com fome
com sono e com pressa. Esse é um juiz perigoso para julgar o seu processo. Enfim, vale a pena essa observação. Eu queria dizer também, rapidamente, da minha dupla surpresa. Primeiro, pela confiança e pelo carinho da doutora Vanice ter me convidado. Isso me surpreendeu. Mas também me surpreendeu a minha acentuada irresponsabilidade, aceitar estar aqui. Então, essa conjunção de surpresas me fez ocupar esse espaço e dividir aqui rapidamente algumas ideias a respeito do que estamos aqui tratando sobre esse grande desafio. E vejam, me permitam rapidamente uma alusão também a uma circunstância pessoal. Com 18 anos de idade, eu pensei em ser físico nuclear. Fiz um vestibular, já se vão aí 40 anos, eu sei que não parece, mas... e fiz um ano de física na UFRJ. Meu sonho era ser físico nuclear. E eu tive um professor de cálculo diferencial integral que ele foi fundamental para a minha vida. Eu estava lá, eu e 200 almas recém-passados no vestibular. Ele escreveu o número 1 no quadro, para um auditório que era quase um anfiteatro, e fez uma pergunta. Qual o primeiro número após o 1? E o silêncio foi igual. A pergunta pareceu muito simples. Depois do 1 vem o 2. Ele falou assim, não, eu quero números relativos. 1,01, não. 001, não. E ele advertiu ao auditório, olha, o número 1, ele é concreto, ele é real, ele existe, ele está aqui. O número após dele também existe, porque você evolui, mas ninguém sabe qual é. Esse número é um número indefinível. Depois ele escreveu o número 2 mais adiante no quadro e perguntou, qual é o último número antes de chegar ao 2? Aí eu já podia esboçar uma resposta, muito embora permanecesse no silêncio, de catedral gótica, né? 1,999, ele falou, olha, o 2 está aqui, ele é real, ele é concreto, ele existe. Ele não é uma abstração da mente humana. O número antes dele também é real, concreto, ninguém sabe qual é. Ele é indefinível. E aí o professor fez a pergunta que mudou a minha vida. Ele desenhou uma linha entre 1 e 2 e perguntou, quantos números existem entre 1 e 2? Um infinito. E ele falou assim, acabei de demonstrar para os senhores e para as senhoras que dentro de um intervalo finito existe um universo infinito. Aí eu fui fazer direito. Percebi que eu estava no lugar errado. Professor, eu convivo muito mais facilmente com o dilema que estamos aqui todos querendo resolver. Como é que o juiz pode julgar? O que é ser discricionário e não ser arbitrário? Como conviver com as cláusulas jurídicas abertas, com os conceitos indeterminados? Como sobreviver a um direito que é cada vez transdisciplinar e que o julgador tem que ter uma competência, uma expertise, não só no direito positivo, mas também com os conteúdos econômicos, sociais, políticos, onde aquele que vai trazer a solução para o caso concreto, ele tem que estar mirando na melhor solução justa, mas pensando nas suas consequências. Até que ponto as consequências me tornam refém daquilo que eu estou entendendo que é o correto? Até, digamos assim, esse é um problema ou um desafio que parece, não só no Brasil, mas na França também, estamos todos tentando resolver. A pós-modernidade, como disse certamente, corretamente, mais uma vez, Mr. Barroso, outro dia, nós já temos morto um paradigma, mas o novo ainda não nasceu. E nós estamos aí, de alguma maneira, tentando tratar desse universo. Né? E eu apenas queria fazer uma observação, antes de caminhar aí de fato, de verdade, para aquilo que me propus fazer, apenas uma análise tópica de algumas situações específicas, enfim. Mas, veja, outro dia eu cheguei em casa e fiz uma brincadeira que eu não recomendo que ninguém faça. De fato, um tanto quanto indelicada. Falei para minha esposa assim, falei, amor, hoje eu conversei com uma inteligência artificial e quase me apaixonei por ela, porque ela me ouviu falar com calma. E depois que ela me ouviu falar com calma, ela pediu para eu repetir, porque não tinha entendido.
Não sei, minha esposa não deixou eu colocar uma vírgula para dizer que não tinha nada a ver com ela, mas isso gerou uma situação familiar que eu não vou entrar em detalhes. É possível que a abordagem talvez fosse mais competente, não foi. Mas sabe o que acontece? O juiz, ele julga ouvindo, né? Ele não julga dialogando. Esse é o ponto. O juiz tem uma decisão intimista. Ele examina os documentos, ele perscruta o direito, ele busca, eventualmente, informações com os técnicos judiciários, ele vai coletar dados, impressões, mas ele apresenta a saída dele. Minha saída é essa. Essa é a minha decisão. É curioso, nós não temos o hábito do doutor juiz, ainda que num julgamento singular ou colegiado, ele diga assim, olha, partes, esse é meu projeto de solução. Gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito disso, para que nós possamos construir uma saída justa, mormente, em situação de políticas públicas. Gozado. É curioso, me permitam aqui um certo desabafo, talvez. Quando eu entrei para fazer academia, e cursei o mestrado, fiz o doutorado, e botafoguense tem que sofrer mesmo, fiz o pós-doutorado. Olha, engraçado, quando você termina o curso, você apresenta um trabalho para defesa. Significa que você vai ser atacado. Ninguém apresenta um trabalho científico na academia para debate. E você fica ali tentando sustentar a sua tese, as suas ideias, o seu fundamento teórico, a sua base pragmática. Nem na academia se cultiva o hábito do diálogo. É impressionante isso. E, às vezes, isso repercute no direito. Porque, e veja, eu estou falando do juiz, mas eu acho que isso permeia toda a atividade daquele que aplica o direito, seja na administração pública ou seja na solução de conflitos. Seja como for, e eu sei que o tempo me recomenda que eu passe por essa peroração, né, e avance, eu queria tratar de dois aspectos, se não três, muito pontuais, e que não estão à altura, talvez, certamente, do escopo da trajetória que aqui está sendo discutida. Eu queria focar em 3 questões. E, veja, o painel fala discricionalidade inevitável e desejável, não é isso? O que nós estamos aqui analisando é que o juiz tem que ter uma discricionalidade, isso é inevitável, e que isso é desejável. Eu queria trazer 2 ou 3 exemplos do mundo do processo civil. Me permitam, rapidamente. Para dizer que, se o juiz não fosse assim, como é que nós estaríamos? E, veja, primeiramente, me perdoe, se você compreender exatamente o que eu estou dizendo, você ultrapassou a 4ª década, quiçá com um passo na 5ª. E eu me explico. Havia no Código 73 o tal do recurso especial retido. Não éramos nascidos. Recurso extraordinário retido. É engraçado que o legislador brasileiro processual ele tem um problema com as decisões interlocutórias. Me parece que é preciso, talvez, num outro foro de ciência, tentar resolver isso. Ou seja, as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo iriam gerar agravos de instrumento. Esses acórdãos, o recurso especial e recurso extraordinário ofertado, ficavam retidos, esperando uma decisão final, onde o recorrente faria um outro recurso para buscar atacar aquelas decisões que foram proferidas há 5, 6, e eu estou sendo muito caridoso às vezes, 7 anos atrás. E o que fazer se você precisa reverter uma circunstância de uma tutela de urgência? Naquela época nem se dizia isso. Mas, enfim, o que fazer? A teoria conhecida do meio-fio. Sentar e chorar. Essa é a teoria do meio-fio. O que fez o Superior Tribunal de Justiça? Começou a admitir medidas cautelares para destrancar o recurso especial. Onde está isso na lei? Não tem. Mas isso foi inevitável e desejável. Porque, aliás, diga-se de passagem, a medida cautelar não era para que o recurso subisse, é para que ele fosse destrancado, para que ele fosse processado, porque se ele fosse indeferido, outra cadeia recursal, uma outra história. Veja, a lei permitia isso. A lei dizia assim, casos especiais, negativo. O que fez o juiz? E aí o
o Superior Tribunal de Justiça, diante da realidade, e aí, mais uma vez, os fatos se revoltando contra o que está posto na lei, e aí o dilema do legislador de deixar escapar pelos seus dedos o drama da vida humana, não há como ser de outra maneira, e agora, com a rapidez desse mundo líquido que temos aí, não é? Desculpem, né? Como dizia Raul Seixas, essa metamorfose está para lá de ambulante. Aí é Raul Seixas com a pitada de Eduardo Gouveia, veja que brega. Mas, seja como for, é isso aí. Bom, agora nós temos um dilema meio parecido nas interlocutórias de primeiro grau. A doutora Neuza sabe disso. E aqueles que participaram da gestação do Código de 2015, esse que está em vigor, havia um mal-estar, uma má vontade com as decisões interlocutórias. Mas, veja, o nosso sistema processual, há muito tempo, ele está permitindo que o juiz, através de decisões interlocutórias, antecipe provimentos de mérito. Desculpem, com todo respeito às mentes brilhantes que participaram dessa trajetória, enfim, que foi implementada e corporificada no Código, mas não parece razoável você permitir que o juiz antecipe juízos de mérito em decisões interlocutórias parciais e não dê o arsenal jurídico próprio para você escapar de uma situação inevitável, que é a urgência para atacar aquela decisão. Recentemente, isso não tendo em vista a altivez da plateia, isso não é novidade, não tenho nenhuma preocupação em trazer algo que ninguém conhece, e apenas me penitencio, porque a fragilidade etária já me confunde. Eu não sei se é o enunciado 988, o tema, né? 988 ou 998, e eu tenho essa dificuldade. Botafoguense com coisas antigas, ele normalmente costuma esquecer, né? Isso é uma coisa que aplaca o sofrimento. Se é o tema 988 ou 998, mas o STJ falou o seguinte: olha, se a decisão interlocutória for urgente, veja, ele está repetindo a saída de outrora. Cabe o agravo de instrumento, cabendo à parte recorrente justificar a urgência. E, mesmo que não haja urgência, se a decisão não for uma decisão que possa ser habilmente confrontada, no caso concreto, era uma questão de segredo de justiça. E aí, veja, a parte pediu segredo de justiça, o juiz indeferiu. O que entendeu o STJ? Isso é urgente? Isso causa um prejuízo inevitável? O STJ falou assim, olha, 10 anos depois, o tribunal falar que tem que ter segredo de justiça, um abraço. Então, o que disse o STJ? Nessas circunstâncias, quando a situação for urgente ou a impugnação for inócua, pode, sim, ser ofertado agravo de instrumento. Pergunto eu, onde está na lei isso? Não tem. Vejam, se eu me faço bem entender, aí o juiz ele está sendo inevitavelmente discricionário. E veja, uma discricionariedade contra a lei, mas a favor da juridicidade. Contra a lei, mas a favor de valores que foram aqui decantados em prosa e versa de maneira mais altiva. Sua Excelência, de forma inevitável e indesejável, aí, o STJ, atendeu a esse reclamo de um legislador que, curiosamente, como falei, quis que não fosse assim. E eu, para alívio geral da nação, de todos, né, eu caminho para concluir. Como eu falei, estou só trazendo 2 ou 3 casos pontuais, porque acho que eles, de alguma maneira, revelam o drama e o dilema que nós, aqui no Brasil, e talvez os nossos colegas franceses, cada um com as suas especificidades, se encontra passando, as dores de parto da pós-modernidade, no fundo seria isso, talvez. Algum tempo atrás, já no Código de 73, nós tínhamos uma situação interessante. No recurso repetitivo, quando se formava o recurso repetitivo, e eu fui advogado de banco, me permitam, eu posso dar um testemunho ocular do que estou dizendo. Os bancos aqui discutiam as questões de juros e de anatocismo, capitalização de juros. Quando o recurso especial repetitivo estava maduro para julgamento, o que os bancos faziam? Compravam o recorrente. Perguntavam, qual o seu preço? Como assim? Quanto você quer para você desistir do recurso? Para evitar o quê? Que o tribunal formasse o precedente com transcendência e com vinculação obrigatória.
fez-se um leilão desse tipo de coisa. Aliás, isso não é novidade. Nos Estados Unidos aconteceu isso com a questão das próteses mamárias. As primeiras próteses de silicone aconteceu isso também. Né? Os recursos, o certiorário subia para a Suprema Corte Americana julgar, e as empresas que não queriam ser condenadas em cifras milionárias compravam o direito. E as pessoas que tinham câncer, muitos até falecidos, eram familiares, topavam a parada, desculpe a expressão. Até que a Suprema Corte falou o seguinte: não, mas se isso já foi separado para julgamento, já houve uma objetivização disso. Essa matéria já não diz respeito ao autor e ao réu. Essa matéria tem transcendência e ela não é mais apenas uma disputa entre as partes. O que fez o STJ aqui? O STJ falou assim: olha, primeiro proibiu a desistência. Muito interessante. Contra a lei, né? Porque a lei dizia que podia desistir. Depois o STJ, isso no Código 73, começou a dizer o seguinte, na arguta interpretação da ministra Nancy Andrighi, que foi relatora nos dois casos. Olha, pode desistir, mas o incidente formado ele prossegue como alguma coisa que nasceu do processo piloto e formou uma causa modelo. Fiquem tranquilos e tranquilas. Eu tive chance de examinar isso com mais detença na minha tese de doutorado. Não tenho, nesse momento, digamos, uma vontade de cansá-los com ela. Então, eu estou concluindo. Né? Veja, naquele momento, o STJ falou o seguinte: a causa piloto morre, mas a causa modelo se forma. E, curiosamente, isso foi feito contra a lei. Foi uma discricionariedade, professor, inevitável e desejável. Aqui nós todos estamos conversando com meio medo do que o juiz pode fazer, né? Com esse arsenal decisório, mas, veja, eu estou trazendo, não sei se com a devida clareza e felicidade, algumas provocações para dizer que ainda bem que ele fez isso. Ainda bem que a postura do magistrado foi nesse sentido. Ou seja, é preciso discutir alguns aspectos nesse particular. E, veja, nesse código que está aqui, o legislador de 2015 já foi sensível a esse drama que se viveu outrora. E, de novo, a questão dos números, eu acho que é o artigo 988 ou 998, eu sempre me engano, porque uma de reclamação é o 998, perdão. Ele diz assim, me permitam a indelicadeza de ler o artigo para essa plateia tão seleta, mas, enfim, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do jurisconsorte, desistir do recurso. Quer dizer, manteve a jurisprudência última do STJ quanto ao tema. Depois, o parágrafo único, veja que interessante. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e aquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. A causa piloto deu em Sanches a causa modelo e ela ganha vida própria e ela, de maneira abstrata, vai julgar a questão jurídica para projetar efeitos transcendentes. Isso foi provocado por quê? Por conta da coragem de julgadores que enfrentaram a vedação legal para que não se transformasse o judiciário num balcão de venda de direitos e de teses, e para que as questões fossem resolvidas de maneira democrática em prol de um interesse maior. Essa discricionariedade ela foi inevitável e desejável. Eu queria concluir, não sei se cumprindo a promessa inicial, para dizer o seguinte: o que nos anima a estarmos aqui é procurando soluções, né? E acho que a solução ela surge do debate, ela surge da construção de um caminho, como gosta de dizer a doutora Vanice, dialógico. E o juiz que dialoga antes de decidir é um juiz que busca resolver e, às vezes, também decidir alguma coisa que, às vezes, a administração está 6 meses, 1 ano pensando. Sua Excelência recebe lá um monte de papel, e talvez até nem papel seja. Quer dizer, é importante que a gente crie uma realidade dialógica. Mas sabe de uma coisa?
Eu acho que o diálogo tem que surgir, na verdade, desse espaço que nós estamos aqui criando. Porque esse espaço ele não é só um momento de acúmulo de conhecimento ou de troca de informações, mas nós podemos perceber que, quando a gente escuta o outro, e aquela inteligência artificial me fez perceber isso, a gente pode, muitas vezes, compreender e resolver as questões de maneira mais justa. Eu agradeço o carinho e a paciência daqueles que me ouviram até agora. Muito obrigado. Bom, não sendo muito longa, eu apenas preparei uma pergunta que, né, acho que será respondida de forma breve, até porque, depois de tudo que eu escutei, e achei perfeitas as ponderações, com algumas exceções sobre o juiz, mas pequenas exceções, não tantas, mas tenho apenas uma pergunta a fazer ao professor. Vamos lá. Vamos lá. On sait que la maturité est différente de l'expérience. Donc, si je vais vous poser une question, vous permettez? OK? Quand vous affirmez que le juge a besoin d'expérience pour pouvoir juger, en vérité, ce ne serait pas mieux de dire que pour l'expérience de la profession de juge, c'est plus important la maturité avec connaissance juridique que l'expérience? Ou non? Alors déjà, je n'ai aucune certitude. Néanmoins, les deux vont être liés, mais ce que je visais, c'est l'expérience, parce que la maturité seule n'apporte pas forcément, malgré tout le respect qu'on doit à nos aînés, n'apporte pas forcément la sagesse du juge. En revanche, peut-être que d'avoir une expérience professionnelle autre que celle de juge, comme ça existe dans plein d'autres pays, ou passer du parquet à avocat et puis à juge, je pense que ça peut être une bonne idée, ou de professeur à juge, d'avoir cette expérience, cette connaissance du droit, ou ces éléments qui font que, en lien quand même avec la problématique juridique, on se soit questionné, on est douté, amène à peut-être plus de tempérance lorsqu'on devient juge. Donc c'est pas que la maturité, c'est l'expérience et donc certainement un peu de maturité aussi. Ah, ok. Merci. Je vous en prie. Está de acordo? Não? Concorda? É importante? Quando eu falo da maturidade, é porque, na verdade, no Brasil, nós temos o concurso e, como eu, vários outros candidatos saem, eu, pelo menos, saí da faculdade, terminei a faculdade com 21 para 22 anos e fui para a Escola da Magistratura, que nós temos aqui no Brasil, e que exige, até para uma aprovação, 3 anos de diploma registrado, o que, de certa forma, seria uma experiência após se adquirir o diploma, que muitas vezes, pelo menos no Brasil, não acontece imediatamente. Você não sai da faculdade e recebe o diploma, você recebe uma declaração e, às vezes, demora 30 ou 60 dias numa universidade pública e numa universidade particular, talvez até 1 ano ou mais para se conseguir um diploma. Então, você tem os 3 anos, eu esperei os 3 anos, fiz a Escola da Magistratura e fui aprovada no concurso, obviamente muito nova, no dizer de várias pessoas, mas acredito que a experiência ela está nitidamente relacionada à maturidade, porque nós conhecemos várias pessoas que podem ter 35, 40 anos e, na verdade, podem não ser maduras o suficiente para decidir. E isso em qualquer profissão, seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor, procurador, né? Então, eu acredito que tem que estar tudo junto. A experiência, principalmente, né, a capacidade jurídica, mas a maturidade também, independente da idade desse juiz, desse procurador, desse promotor, seja quem for. Essa é a minha opinião. Mas considero que, muitas vezes, a idade da pessoa passa uma presunção de que ela, de repente, não tem a capacidade de julgar com a sabedoria, talvez, daquele que tenha 50, 45 ou 65 anos. No entanto, o que me mostra em 21 anos de magistratura, que completei em junho desse ano, é que, na verdade,
eu acredito que as pessoas mais novas, pelo menos no Brasil e na carreira jurídica, elas estão sempre se inovando, elas estão estudando, elas estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão se atualizando. E, muitas vezes, o que tem 60 não quer mais se atualizar. E isso é uma coisa grave que acontece no Brasil, principalmente na carreira na magistratura, quando se vê desembargadores que não se atualizam, que não mudam os votos, porque, obviamente, dá trabalho você se atualizar, você continuar estudando. Então, eu acredito que hoje o Tribunal de Justiça, com desembargadores mais novos, com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, nós estamos tendo hoje uma justiça melhor, no sentido de se atualizar, de mostrar o que realmente que a sociedade está em uma mudança, como o próprio doutor Eudaldo falou, uma mudança enorme, e que, por ser mais novo, você tem uma predisposição maior de se atualizar e mostrar esse direito novo que está surgindo a cada dia, e que, se a gente não se atualizar, a gente pode ser, sim, muitas vezes até arbitrário numa decisão. Muito obrigada. Se você Riva tem mais de 40 anos, prefiro ser essa metamorfose ambulante. Quem completa? Formada sobre tudo. Se você pensa assim, você está com a doutora Neuza Larsen. Muito obrigada, foi uma manhã muito prazerosa. Desculpe um pouco o meu atraso, eu estava no tribunal e analisando uma liminar, o que me impediu de chegar aqui no horário assim, um pouquinho antes do marcado. Claro. Já que a gente falou tanto de inteligência artificial e de cultura dialógica, em algumas demandas de massa, que são aquelas que suscitariam o uso de inteligência artificial, como a questão de medicamentos, né, realização de direitos fundamentais também, que foi tratado antes, nós temos experiências de câmaras em que se envolvem tanto os advogados, a Defensoria Pública, quanto a própria Procuradoria, o próprio Tribunal de Justiça. Ou seja, todo mundo, de certa forma, está abrindo mão das suas discricionariedades em prol de uma concertação, de um ambiente dialógico para se obter um resultado prático, um interesse que seja tutelado na prática por todos em comum. Vocês têm alguma experiência parecida em relação a isso? Essa prática dialógica de todos os entes envolvidos em demandas de massa, cujo resultado nós já sabemos qual vai ser? Alors, officiellement, non. Non, parce qu'on est dans un système dans lequel le juge, c'est le juge, et il n'y a pas de négociation. Soit on négocie, soit c'est le juge, mais on n'allie pas les deux. En revanche, officieusement, on a des exemples de grandes affaires, en fait, où économiquement, il y avait un gros impact. Je parle dans le droit des affaires. Par exemple, on a eu un gros procès à propos qui s'appelait Cœur Défense. C'était un ensemble immobilier énorme à Neuilly, à la Défense, à Paris. Et là, il y avait des commissions officieuses, mais il y avait des commissions très officieuses, d'ailleurs, au sein du tribunal de commerce de Paris, dans lesquelles on faisait intervenir les différentes parties prenantes. Mais, in fine, c'est la Cour de cassation qui a tranché, et qui a tranché en droit. Donc on n'a pas de système comme ça dans lequel on coordonne le judiciaire et le conventionnel. Só fazer pequeno comentário sobre a questão pequeno comentário sobre a questão da discricionariedade e do arbitrário nas decisões judiciais. Lembrar hoje as questões de tecnologia que estão presentes e recordar que existe, ou informar que existe, um sistema de solução de conflitos para o caso dos smart contracts. E este sistema é fundado numa espécie de arbitragem, que não é talvez propriamente uma arbitragem, mas funciona da seguinte maneira, muito simples. Uma comunidade virtual, no qual as pessoas... eu compro um software de alguém, este software
chega ao meu computador online. Este software tem algum defeito, algum problema, eu abro uma reclamação contra este fornecedor e eu faço um pouco mais do que uma página, as razões da minha reclamação. O fornecedor responde também, não mais do que uma página, as razões pelas quais ele acha que a reclamação não procede. A prova é toda documental, faz o upload dos arquivos, e existe uma comunidade a qual este conflito é colocado. São cerca de 2.000 a 3.000 pessoas. E os candidatos para julgar este litígio se apresentam e cada um deles faz uma oferta de um valor. Diz, eu deposito tanto para participar do julgamento desta causa. Aqueles que depositarem o maior valor são chamados para julgar. São 3 escolhidos para julgar. Eles terão que decidir, num prazo curto de 72 horas, sendo que a decisão não é fundamentada. Eles apenas dirão quem tem razão, comprador ou vendedor. E o sistema faz com que esta decisão tenha que ser unânime. Se a decisão não for unânime, aquele que decidiu de forma divergente, este aqui tem uma sanção que implica a perda daquele dinheiro que ele depositou. E os demais vão receber a remuneração, que é uma remuneração tarifada. Então, qual é a questão? Obviamente, o sistema é um sistema de incentivos. Eu obrigo as pessoas a pensarem no assunto e a decidirem, ainda que não tenham que justificar a decisão. Caso eu decida de uma maneira qualquer e os outros também, eu vou ter uma sanção pecuniária, mas só para nós pensarmos que isso é um sistema que hoje está disponível para qualquer um que tenha um litígio numa compra realizada, por exemplo, online. Tá? Então, talvez isso explique um pouco as fronteiras nas quais nós hoje nos debatemos na tecnologia com o discricionário e o arbitrário. Obrigado. Então, bom dia, vou encerrar neste momento para a parada do almoço e retornamos após. Boa tarde.